5000 kits scolaires remis au ministère des enseignements primaires et secondaires au profit des enseignements volontaires du Togo par le PERI, projet éducation pour le renforcement institutionnel de la Banque mondiale. Les professionnels de l'art oratoire, les compteurs notamment, appelés à s'associer à la campagne de vulgarisation des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et enfin, quelques comportements à bannir et d'autres à adopter par les usagers de la route en ce mois de civisme et de citoyenneté décrété par les autorités togolaises. Voilà le sommaire de cette édition en ce premier jour de la semaine du 6 au 12 octobre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La rentrée scolaire 2014-2015 vient de rentrer dans sa deuxième semaine. C'est le moment de répertorier les problèmes tant matériels qu'humains et de leur trouver des solutions. Et sur ce point, les autorités de l'éducation nationale peuvent toujours compter sur le soutien des partenaires, parmi lesquels la Banque mondiale. À travers le programme PERI, projet éducation pour le renforcement institutionnel, la Banque mondiale apporte en effet un appui solide au Togo en finançant notamment la construction des salles de classe et l'achat de manuels scolaires. Illustration de ce partenariat, un important lot d'outils pédagogiques a été remis ce matin par le coordonnateur du PERI au ministre des enseignements primaires et secondaires. Et ce sont les enseignants volontaires qui en sont les principaux destinataires. 5000 kits scolaires mis à leur disposition pour améliorer la qualité de leurs prestations. Reportage Sonia Amenikpo, Christine Petiki, Aloudé. Le projet éducation et renforcement institutionnel PERI, exécuté sur un peu plus de 3 ans, a déjà permis au gouvernement d'avoir près de 1000 nouvelles salles de classe dotées de tables-bancs, 3 écoles normales d'instituteurs ENI et des subventions accordées aux établissements pour leur meilleur fonctionnement, entre autres. Le projet a 3 grandes composantes et les 2 principales sont la construction des salles de classe et le renforcement de la qualité de l'enseignement. Sur les 3 ans, nous avons donné près de 4 milliards de francs CFA. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 22 000 membres des communautés qui sont formés et prêts à utiliser l'approche communautaire pour la construction des infrastructures sociales. Dans la deuxième phase, c'est la qualité qui passerait en première position et va être suivie par les constructions. Toujours dans le compte de ce projet, 1,5 million de manuels scolaires accompagnés de 50 000 guides de maîtres sont aussi distribués. Cette fois, ce sont les enseignants volontaires, 5 000 au total recrutés l'année dernière, qui sont ciblés. Chacun aura un kit composé de manuels de conjugaison, de grammaire, d'orthographe, d'un guide de rédaction, en plus d'un dictionnaire. Ces documents leur seront distribués dans leur inspection afin de leur permettre d'avoir les meilleures conditions de travail au niveau de leur établissement. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier la Banque mondiale qui nous appuie. La valeur financière de cet appui du projet PERI est estimée à plus de 105 millions de francs CFA. Si du côté du ministère des enseignements primaires et secondaires, on renforce les capacités matérielles des enseignants, dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il est plutôt question de renforcer les capacités intellectuelles et pédagogiques. Le concours de recrutement des personnels enseignants et administratifs pour le compte du ministère de l'enseignement technique qui s'est déroulé en début d'année a rendu son verdict il y a 2 semaines. Avant leur déploiement sur le terrain, ce ministère a donc jugé opportun de donner aux 287 jeunes admis à ce concours les outils nécessaires à leur mission, d'où la tenue de la présente session. Reportage Emmanuela Ayaklo, Clarisse Atikle. De la comédie. Ces plantes, nous reviendrons sur ce sujet dans quelques instants. Le temps de nous faire l'écho de cette rencontre qui a mis autour d'une même table le ministère en charge de la vulgarisation, de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR et les professionnels de la tradition oratoire. Ceux-ci sont en effet appelés à la rescousse pour la mise en œuvre des dites recommandations et ils doivent procéder pour cela, ils doivent déployer pour cela tout leur talent afin de faciliter aux populations une meilleure réceptivité de ces recommandations. Voyons le reportage de Adolphe Paka et Dodo Ware.
Ils sont 60 maîtres de la parole, recensés sur toute l'étendue du territoire national pour participer activement, de par leur rôle de transmettre facilement le message par l'oralité, à la vulgarisation des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, et ainsi éclairer les populations à la base en tenant compte de leurs aspirations sociologiques. C'est de faire en sorte que ces professionnels de l'oralité, qui sont par excellence les véhicules de l'information dans nos sociétés traditionnelles, puissent s'approprier les recommandations de la CVJR afin de les disséminer au sein de la localité. Le rapport de la CVJR quittera ainsi la phase d'écrit à celle de la tradition orale et sera donc désormais accessible à toutes les couches sociales du pays. Le gouvernement togolais, dans la vision du chef de l'État, est résolument déterminé à réussir ce pari, socle de la réconciliation nationale. En ce moment crucial de la vie de notre nation, il incombe à chaque citoyenne et à chaque citoyen, quel que soit son rang social ou son appartenance politique, d'œuvrer pour une paix durable dans notre pays. La paix, gage de toute action de développement. La réconciliation nationale, un processus de longue haleine. Le Togo est soutenu dans cette démarche par les partenaires en développement, en l'occurrence l'Organisation internationale de la francophonie. Oublier son histoire, c'est être condamné à la revivre. Il incombe alors à tout Togolais de participer à ce processus de reconstruction nationale. Au soleil, et les combattants ivres entonnèrent le chant de guerre. L'oralité donc pour aider les populations des zones rurales à mieux cerner les recommandations de la CVJR. Voilà la nouvelle trouvaille du gouvernement. Et concrètement, comment cela va-t-il se faire? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers ce dossier signé Adolphe Paca. Histoire. En Afrique, quand un conteur ou griot se met dans son rôle, surtout accompagné du corps ou du balafon, c'est tout un symbole ancré dans la tradition orale. Au commencement était la parole. Et cette parole a été un outil très important dans la société traditionnelle où les griots, les conteurs se servent pour apaiser la population, pour informer la population sur ce qui va et ce qui ne va pas. Aucun peuple ne peut se développer dans les réalités d'un autre, selon les sociologues, et l'oralité demeure le propre de l'Afrique. C'est pourquoi, quand l'Assemblée écoute les paroles émouvantes du maître de la parole, nul n'est indifférent. Ce qui, dans le langage des oiseaux, signifie la paix à la terre. Quelques minutes après, il est clair qu'aucune stratégie pour la paix, le développement ou la réconciliation comme celle de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation ne peut réussir si elle intègre les réalités de nos sociétés, réalités indissociables des pratiques culturelles. Le verbe, c'est une puissance. Si l'on vous parle, ça a encore plus de force. Sinon, on nous renverrait tous tout simplement à la lecture. Sinon, au tribunal, les juges n'auraient pas besoin d'écouter les avocats. Les avocats n'ont qu'à leur adresser des conclusions ou des lettres pour expliquer les causes. Mais les avocats plaident parce que la parole a une force. L'État togolais, en associant alors ce volet de la tradition orale dans le processus de la CVJR, rapproche ainsi le message de la cible. Le maître de la parole va puiser dans les valeurs culturelles pour façonner son message et le peuple écoute attentivement son maître. Rompu à toutes les souplesses de langage et de cours. Et ça y est, nous avons rattrapé ce sujet. Et comme je le disais, le concours de recrutement des personnels enseignants et administratifs pour le compte du ministère de l'enseignement technique qui s'est déroulé en début d'année a rendu son verdict il y a 2 semaines avant leur déploiement sur le terrain. Ce département a donc jugé opportun de donner aux 287 jeunes admis à ce concours les outils nécessaires à leur mission, d'où la tenue d'une session de formation qui les a réunis ce lundi au lycée de Gomé. Reportage Emmanuel Adjaklo, Carissa Ticlé.
Ils sont au total 287 nouveaux agents qui se préparent à faire carrière au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie. Recrutés lors du dernier concours, les 207 enseignants et 80 agents du personnel administratif et d'appui prennent connaissance ici des rudiments de la profession enseignante, de même que ceux de l'administration. Un préalable à la réussite de leur profession. L'important de cette formation, c'est permettre quand même à ces nouveaux enseignants de connaître ce qu'on appelle la formation pédagogique. C'est de leur permettre de donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent bien tenir les élèves qu'ils auront en face d'eux dans leurs différentes classes et dans leurs différents établissements. Nous aurons développé la définition des objectifs pédagogiques parce qu'un enseignant, avant de commencer son cours, doit définir un objectif pédagogique et des micro-objectifs pour permettre un bon enseignement et pour permettre en même temps un bon apprentissage de son cours. La conscience professionnelle, l'accueil, la psychologie de l'apprenant, la gestion et l'animation d'une salle de classe sont les modules auxquels vont se familiariser ces nouveaux fonctionnaires. Après l'étape de Lomé, ils seront mutés vers les régions où la formation sera poursuivie par les inspecteurs de l'éducation. Il y a 2 semaines, environ 120 chefs d'État et de gouvernement du monde entier réunis au siège des Nations Unies à New York pour se pencher sur l'état de la planète ont fait un constat amer. Notre planète est menacée par de graves dangers liés à la pollution environnementale. Pour limiter les dégâts, il a été mis en place un fonds vert pour le climat, en anglais Green Climate Fund, destiné à financer les programmes politiques et toute initiative visant à la sauvegarde de l'environnement. Ainsi, 100 milliards de dollars au moins devront être mobilisés chaque année pour alimenter ce fonds. Esther Laclé nous en parle aujourd'hui dans le dossier que voici. De dollars mobilisés annuellement par les pays développés seront consacrés à l'environnement d'ici à 2020. Il s'agit du Fonds vert pour le climat, fonds créé par la Conférence des Nations Unies sur le climat en 2010 au Mexique. Il est destiné à soutenir les projets, programmes politiques et autres activités dans les pays en développement. L'objectif de ce fonds, c'est justement d'aider les pays qui souffrent justement des aléas de changement climatique. Et rappelez-vous qu'à New York récemment, le président Hollande aussi a annoncé la contribution quand même de la France qui s'élève à $1 milliard dans ce fonds. Et ce jour-là, il y avait également le prince de Monaco qui a renchéri, qui a dit que la principauté de Monaco était aussi prête à contribuer à ce fonds-là. Le Fonds vert pour le climat a essentiellement 2 domaines d'intervention. Il s'agit de limiter les actions qui dégradent l'environnement et s'adapter au changement climatique. Au niveau de l'atténuation, il est question d'encourager tous les pays à un effort de réduction des gaz à effet de serre selon les responsabilités communes mais différenciées. Au niveau de l'adaptation, il s'agit ici d'aider les pays vulnérables à s'adapter aux effets inévitables des changements climatiques. Pour bénéficier de ce fonds, tout pays doit adhérer à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mettre en place des entités et élaborer des plans de financement. Le Togo, en ce qui le concerne, est éligible dans la mesure où il y a un certain nombre de conditions à remplir. D'abord, le fait que nous ayons adhéré à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et puis le fait que nous ayons mis en place, par exemple, ce qu'on appelait l'autorité nationale désignée. Et ça, c'est la toute première étape qui permet justement aux pays concernés de pouvoir prétendre à la mobilisation de ces fonds. D'autres initiatives sont en cours au Togo. Il s'agit des études pour la sélection d'une entité opérationnelle de mise en œuvre, de la mise en place d'un comité technique consultatif et de la sensibilisation du grand public sur les enjeux environnementaux. Et seul un changement de comportement pourra rendre ces différentes actions en faveur de l'environnement efficaces. Et qui dit changement de comportement dit esprit citoyen et civique. Vendredi dernier, le ministère en charge de la formation civique a procédé au lancement du mois de la citoyenneté et du civisme au Togo. Il s'agit durant ce mois de poser des actes pouvant amener chacun à prendre conscience du rôle qu'il doit jouer pour le mieux-être de la société. Plus d'agression donc contre les symboles de la République, plus de violation des règles qui régissent la vie publique
Et concernant justement ce dernier cas, nous allons nous rendre dans la rue pour orienter nos projecteurs sur quelques comportements que certains de nos compatriotes doivent commencer à bannir de leurs habitudes pour le bien-être de tous. Rachel Aoukou. Le non-respect du code de la route, la voie publique transformée en dépotoir, des caniveaux obstrués par des ordures ménagères, les insultes entre usagers de la route, les petits coins improvisés pour faire ses besoins. La liste est longue pour décrire les comportements inciviques qui ont pris possession de la cité. Circuler sur la route ne doit pas être une occasion d'injure. On doit aller doucement, notre vie en dépend. Les gens violent les feux tricolores, d'autres jettent des sachets d'eau et des pots de bananes sur la route qui nous font glisser. On continue par utiliser le téléphone au volant et d'autres ne mettent même pas le clignotant avant de tourner. Tout cela est source d'accidents. Comme avec la conjoncture qui se passe ici, tout le monde fait ce qu'il veut. Nous on veut le réforme, c'est tout. Les mécaniciens de route qui font leur vulgarisateur là, ils mettent les pneus dans les rigoles. Mais à certains niveaux, même si moi je vois des choses comme pareil, donc je m'arrête et je fais sortir les pneus. Le désordre sur les routes coûte cher. Des accidents en série et des morts en cascade. Il y a quelques mois, le gouvernement a tapé du poing sur la table par des mesures dissuasives. Désormais, il y a moins de dégâts, mais le nœud du problème reste la prise de conscience individuelle. La priorité de passage, au cas si le feu est vert, comme exemple, tu peux essayer de passer au niveau des feux stop, de feux rouges, soit au niveau des panneaux stop. Là, votre arrêt est obligatoire. Les taxi-motos, ils ont eu leur place, qu'on appelle la piste cyclable là, il doit passer par là, il ne peut pas passer au milieu. Les petites agressions entre passants semblent anodines, mais égratignent en quelque chose la cohésion sociale et créent une certaine intolérance sur la voie publique. Plus de patience et de respect mutuel dans la rue façonnerait une meilleure image du Togo, surtout face au regard des touristes très fréquents au Togo. L'actualité hors de nos frontières nous amène d'abord en République centrafricaine où les effets de la crise militaro-politique qui secoue ce pays commencent, comme on pouvait s'y attendre, à se faire sentir dans les foyers. La paralysie de la vie économique pousse la population à adopter le système D pour s'en sortir. La filière viande, par exemple, s'étant complètement effondrée, ce sont les feuilles et les racines qui remplacent les morceaux de viande dans les casseroles. Sage-femme dans un hôpital public depuis 23 ans, Marguerite n'a qu'une préoccupation du matin au soir, cuisiner un repas. Avec des feuilles et des légumes, mais pas de viande, car après 5 mois sans salaire, pas moyen d'en acheter. Maintenant, le kilo de viande vaut 2500, 3500. Mais en voyant la viande, vous allez pleurer. Le mari de Marguerite est professeur de français, sans salaire depuis 5 mois lui aussi, sans argent pour nourrir la famille et tous les circuits d'approvisionnement sont perturbés. La situation est née avec l'arrivée de la Séléka. Parce que vous imaginez que tout le monde a fui. Les agriculteurs se sont retrouvés dans la bourse, même dans les champs, ils étaient poursuivis. Les chasseurs ne pouvaient plus aller travailler correctement, les pêcheurs non plus. Et donc la nourriture a commencé à grimper, le prix a grimpé. Le vendeur de viande au marché de Bangui confirme, pour trouver du bœuf, il doit aller jusqu'à la frontière avec le Cameroun, ce qui n'est pas sans impact sur les prix de vente. Aujourd'hui, le prix du bœuf sur pied varie entre 600 000 et 800 000 francs CFA. C'est 3 fois ou même 4 fois plus que les prix d'avant. En plus, quand j'achète à la frontière, j'ai des frais supplémentaires pour l'acheminement jusqu'ici. Du coup, j'ai été obligé de doubler mes prix et même de tripler parfois. C'est la raison pour laquelle Marguerite Danoué n'achète plus de viande en attendant d'être payée, même partiellement. Elle se contente de légumes et de feuilles, agrémentées quelquefois de poissons fumés quand elle arrive à négocier un prix. Les autres temps forts de l'actualité internationale nous conduisent à présent en Ouganda, en Libye, en France, mais nous partons d'Afrique du Sud où vient de s'ouvrir le procès d'un jeune milliardaire accusé d'avoir commandité l'assassinat de sa jeune épouse au lendemain de leur mariage et alors qu'ils étaient en voyage de noces.
Ouverture ce lundi au Cap du procès dit du meurtre de la lune de miel. Dans le box des accusés, Chirien Dewani, un riche homme d'affaires britannique d'origine indienne. Le multimillionnaire, âgé de 34 ans, est soupçonné d'avoir versé 1500 € à un Sud-Africain pour organiser un faux braquage et tuer sa femme Annie. Le couple était en lune de miel dans la ville du Cap au moment du drame, le 14 novembre 2010. Chirien Dewani risque 25 ans de prison. Soulagement en France après l'annonce officielle de la guérison de la jeune infirmière contaminée par le virus Ebola au Libéria. La jeune volontaire de Médecins sans frontières a quitté l'hôpital militaire en région parisienne où elle a bénéficié de traitements expérimentaux. Elle était prise en charge dans cette formation sanitaire depuis le 19 septembre. Un peu plus d'un mois après son apparition dans une vidéo publiée par ses ravisseurs, le Britannique David Boland, 53 ans, recouvre la liberté. Ce professeur d'anglais avait été enlevé à Benghazi par un groupe qui s'appellerait Armée de l'Islam. La libération du proviseur adjoint de l'école internationale de Benghazi aurait été obtenue après le versement d'une rançon ou à la suite de la remise en liberté d'un dangereux djihadiste. Londres ne confirme aucune des deux hypothèses. Ambiance carnavalesque dans les rues de Kampala. Chants, danses et prières au cœur des festivités qui ont attiré plusieurs centaines de milliers d'Ougandais et d'expatriés. La 3e édition du festival de la ville de Kampala s'est déroulée dans le calme et surtout sous haute surveillance policière. Un imposant dispositif de sécurité a été mis en place pour prévenir les attaques terroristes du groupe somalien Al-Shabaab. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'habitat, une journée célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre et qui cette année a été placée sous le thème éco des bidonvilles pour mettre en lumière les conditions de vie des populations vivant dans des taudis et appeler à la mobilisation générale en leur faveur. Au Togo, ils sont encore nombreux à vivre dans des habitations précaires et dans des quartiers insalubres. Et pour offrir à ceux-là un meilleur cadre de vie, de nombreuses actions sont entreprises. Le message de le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a rappelé ces actions d'ailleurs dans son message de circonstance prononcé aujourd'hui. Antoinette Oman-Vovo. Avec l'évolution galopante de la démographie et l'urbanisation fulgurante dans beaucoup de pays, la question de l'habitat est devenue de nos jours une préoccupation des gouvernements et de la communauté internationale. Les Nations Unies ont compris l'enjeu et depuis 1985, elles ont institué la Journée mondiale de l'habitat qui est célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre. Cette année, cette journée donne la voix aux habitants des bidonvilles. Les Togo, 62% de la population n'a pas accès à un habitat décent. Et pour relever ce défi, divers projets sont mis en place pour offrir aux Togolais un meilleur cadre de vie. L'étude de faisabilité du projet pilote de 1000 logements sociaux, du projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques, PURIS, du projet de cartographie et topographie numérique, réalisé avec l'appui de la JICA, du projet d'aménagement urbain du Togo, qui couvre 11 villes du pays, et du projet d'aménagement de la zone lagunaire de Lomé. D'ici à 2020, il faudrait améliorer sensiblement la vie d'au moins 100 millions d'habitants pour l'atteinte du point 7 des OMD. Le Togo s'y investit. En ce jour, 25 localités de plus de 5000 habitants sont dotées de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, soit une proportion de 27,5%. Assurer un logement convenable à tout un chacun, en particulier aux déshérités des villes et des campagnes, constitue donc une question de développement, un impératif que le Togo entend donc honorer à moyen ou long terme au profit de sa population. Le Togo, l'économie togolaise est en pleine réforme, aucun secteur n'y échappe. L'impact sur le fonctionnement de ces différents secteurs est bien visible. Quand même, Madi Akako nous en parle dans le dossier que voici.
Depuis quelques années, le président de la République s'est engagé à offrir de nouvelles perspectives de développement aux populations. Des réformes ont donc été entreprises dans divers domaines. Dans le secteur économique, par exemple, la fusion des régies financières soutenue par les institutions de Bretton Woods a été effective avec la mise en place de l'Office togolais des recettes OTR, ce qui devrait, en plus des efforts de croissance contenus dans les documents stratégiques de planification comme le DSRP et la SCAP, donner plus d'efficacité à l'État pour booster l'économie nationale. Ces réformes ont permis d'assainir le climat des affaires dans notre pays et ont permis aussi de pouvoir renouer avec la croissance. Nous avons un regain de croissance qui aujourd'hui les défis sont tels que nous devons pouvoir redistribuer cette croissance de manière à ce que nous puissions continuer par créer permanemment de la croissance. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire tout simplement que nous avons aussi toutes les réformes politiques qui sont aussi importantes, et parce qu'à un moment donné, il faut créer un cadre mutuel de confiance entre les Togolais. Les résultats de ces réformes sont aujourd'hui visibles. Le gouvernement s'investit pour améliorer le vécu quotidien des populations à la base. Avec la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA, le secteur agricole a connu un essor. La croissance économique est aujourd'hui de 6% environ, avec un taux de 7% attendu pour 2015. Le premier fruit, qui est réel et qui est visible, c'est l'aménagement que nous voyons dans nos villes, les routes qui sont construites. Nous voyons aussi les pistes rurales qui permettent de désenclaver les régions. Nous voyons aussi tout ce que ça a apporté en matière de visibilité même du Togo à l'extérieur. Nous avons aussi renoué avec la coopération. Il faut que les réformes continuent et soient soutenues avec un certain leadership. Malgré ces résultats satisfaisants, des défis restent à relever pour maintenir la croissance à un niveau élevé, toujours selon les économistes, dans la perspective de la vision Togo 2030. La justice togolaise aussi est touchée par les réformes. 70 magistrats togolais, par exemple, récemment affectés à de nouveaux postes, se préparent à assurer leurs nouvelles responsabilités à travers une formation que leur assure le Centre de formation des professionnels de justice. La formation continue des magistrats et des auxiliaires de justice est l'une des missions assignées au CFPJ et elle fait partie du programme de modernisation de cette justice entreprise par le gouvernement depuis un peu plus de 8 ans. Tout en nous faisant le compte-rendu de la présente session, Ramdan Bassina nous rappelle les autres actions inscrites entreprises dans le cadre de ce vaste programme. Le gouvernement togolais a entrepris depuis 2006 un vaste chantier de modernisation de la justice. 5 principaux objectifs sont assignés au programme de modernisation: l'indépendance de la justice, l'amélioration de l'accès au droit, la prévisibilité du droit, l'assujettissement de l'administration au droit et l'efficience. Diverses actions sont menées afin d'inscrire la justice togolaise dans la dynamique de la protection des droits de l'homme, notamment l'équipement et l'informatisation progressive des juridictions, la construction des cours d'appel de Kara et de Lomé et surtout la formation et le recyclage des acteurs justiciaires par le biais du centre de formation des professions de justice, un centre créé pour assurer la formation tant initiale que continue. Et 70 magistrats qui viennent d'être nommés renforcent leurs capacités. La formation va durer 2 semaines et au cours des 2 semaines, il y aura 4 sessions de formation. Parce que les affectations qui ont eu lieu concernent 4 catégories de fonctions dans la magistrature. Les fonctions du siège au tribunal de première instance, les fonctions de juge des enfants, parce qu'on a nommé 6 nouveaux juges des enfants, les juges d'instruction et les procureurs ou substituts. L'État togolais ne cesse de s'investir pour une justice plus proche du justiciable. Ces efforts sont perceptibles à travers l'amélioration des conditions de vie et de travail des différents acteurs judiciaires, appelés à œuvrer pour l'avènement d'une justice moderne, garante de la vertu des institutions et des libertés individuelles que collectives. Ce communiqué pour nous séparer, il y en a 2.
Le premier nous émane du ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Dans le cadre de la reprise du processus de renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse, CNJ, et conformément à son cahier de charge, le comité ad hoc mis en place à cet effet a procédé avec l'appui des services du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales à l'audit du fichier des associations inscrites au répertoire du CNJ. Au terme de ce travail qui vise à assainir le fichier, le comité ad hoc vient de transmettre le rapport d'audit qui indique que sur les 265 associations concernées par l'audit, 232 ont été provisoirement identifiées comme organisations légalement constituées. Dans le souci de garantir la transparence tout au long de ce nouveau processus, la ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes invite les associations et organisations de jeunes qui ont été concernés par l'audit à consulter le répertoire provisoire dans le quotidien national Togo Presse et sur les listes du ministère et du Conseil national de la jeunesse. Le répertoire provisoire peut être également consulté à Lomé et à la Direction nationale de la jeunesse ou au siège du Conseil national de la jeunesse et à l'intérieur du pays au niveau des bureaux de préfecture et des démembrements du CNJ. Par ailleurs, la ministre informe les associations concernées qu'elles disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent communiqué pour adresser leur recours éventuel ou pour compléter leur dossier conformément aux observations du rapport en s'adressant au comité ad hoc ou en appelant les numéros suivants: 90 22 47 21, 99 56 54 75, 90 03 11 65. Passé ce délai, le comité établira le fichier définitif des associations membres du Conseil national de la jeunesse. Seules les associations et organisations qui seront inscrites dans le fichier définitif pourront être susceptibles de participer au processus de renouvellement qui entre dans sa phase ultime. Fait à Lomé le 2 octobre 2014 pour le ministre, le directeur de cabinet Yaoche Vovor. Le deuxième, c'est en fait la liste des numéros gagnants du Loto-Sport du jour. Ils sont 18 matchs nuls donc, les voici: 4, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 33, 40, 41, 43, 47, 49, soit 18 matchs nuls donc. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres.